Bonjour Gustavo, bienvenue chez Arcurial aujourd'hui. Merci beaucoup. Présentez-vous. Alors, je suis Arnaud Oliveux, commissaire-priseur, spécialiste en art contemporain et en art urbain au sein de la maison Arcurial, et je suis directeur aujourd'hui plus particulièrement du département art urbain qui concerne donc toutes les cultures, graffiti, ce qu'on appelle le street art, et voilà. Alors Arcurial, c'est une maison de vente qui a été créée en 2002, qui s'est installée ici à l'hôtel Marcel Dassault sur le rond-point des Champs-Élysées en octobre 2002, et avec un regroupement de commissaires-priseurs, Francis Briest, Hervé Poulain, Rémi Le Fur au début, puis François Tajan qui nous a rejoint il y a quelques années après. Et c'est une maison qui se veut effectivement, qui est la première maison de vente française et qui a été construite sur le modèle des maisons de vente anglo-saxonnes avec des départements spécialisés. Donc au sein de chaque département, en art contemporain, art moderne, mobilier objet d'art, voitures de collection, on a des gens qui travaillent exclusivement pour ces domaines et qui ont donc un domaine d'expertise particulièrement développé, particulièrement pointu, qui leur permet vraiment de cerner le marché et d'être les meilleurs dans leur secteur. Alors, pour se faire coter sur le second marché, je pense que c'est devenu quelque chose de très important pour un artiste, beaucoup plus que par le passé. Aujourd'hui, le premier et le second marché sont, j'allais dire, intimement liés. Alors, tout le monde n'a pas le même avis, mais c'est quelque chose qui est moins polémique que par le passé. On avait une époque où il y avait vraiment une opposition entre premier et second marché, parce qu'effectivement, le second marché, on est plutôt des revendeurs, sauf que de plus en plus, les collectionneurs sont très sensibles quand même à savoir si les artistes auxquels ils s'intéressent sont des artistes qu'ils pourront revendre pour X raisons, hein. Ça peut être pour une idée de spéculation. Idée qu'il ne faut pas, qu'on est obligé d'avoir en tête et qui fait partie inhérente aussi du marché de l'art et du marché de l'art contemporain en particulier, mais aussi parfois des collectionneurs décident, s'intéressent moins à une œuvre, donc ils aiment bien qu'elle soit liquide, qu'ils puissent la revendre, leur goût évolue aussi avec le temps, donc c'est très important, voilà, que les artistes puissent se revendre et que les collectionneurs puissent effectivement aussi bénéficier de leur intérêt parfois tôt pour l'œuvre d'un artiste, et qu'après les choses effectivement évoluent bien sur le second marché. Et parfois même, il y a des collectionneurs qui, alors certains vont trouver ça un peu trop financier comme idée, mais ça fait partie du jeu. Des collectionneurs n'achètent des artistes que s'il y a déjà des références sur le marché. Ils ont besoin en quelque sorte d'être assurés. Peut-être chez certains aussi un besoin d'être rassuré par rapport à son goût. Vous avez des collectionneurs très pointus qui sont très indépendants, mais beaucoup de gens aussi, l'acte de collectionner, c'est un petit peu aussi se mettre en danger par moment, et le fait que d'autres personnes aient acheté l'artiste, qui se revendent aux enchères, parfois ça rassure un petit peu dans son acte d'acquisition. C'est un domaine qui fait peur parce que ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'un artiste qui voudrait passer son œuvre en vente, il peut se dire, est-ce que les gens vont aimer mon travail? Est-ce qu'elle va se vendre? Est-ce qu'elle va se vendre au prix que je pratique en premier marché? Il y a un danger sur ça. Donc la vente aux enchères, le second marché, c'est quelque chose qu'il faut savoir bien utiliser. Aujourd'hui, on va dire que de plus en plus, les choses sont un petit peu organisées, c'est-à-dire que les agents, les galeristes, les marchands qui travaillent avec des artistes qui ne sont pas encore vraiment sur le second marché, n'y vont pas à l'aventure en laissant les choses se faire comme ça. C'est-à-dire, en gros, ils mobilisent certains de leurs collectionneurs en disant écoute, voilà, on veut passer une œuvre de tel artiste en vente, il n'est pas encore coté, j'ai besoin de toi qui a des soutiens de ma galerie, par exemple, pour un petit peu assurer les choses. Je sais que tu aimes le travail de l'artiste, plutôt que de l'acheter en galerie, peut-être que tu peux te positionner sur l'œuvre qui passe en vente, histoire, voilà, que les choses se passent bien. C'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, laisser un jeune artiste
se vendre comme ça à l'aventure sans que on mobilise des gens justement pour aller acheter l'œuvre, c'est un peu dangereux et c'est là que le sentiment de peur peut exister. Imaginons demain un collectionneur pour X raisons, par exemple un collectionneur décède, sa succession, ils vendent des artistes qui ne sont pas encore cotés. Si ça part comme ça à volo et sans positionnement, sans défense, c'est très risqué parce que l'œuvre peut se vendre parfois pour n'importe quel prix et ça casse un travail de longue haleine parfois ou de plusieurs années. Donc c'est le sentiment de peur, on le comprend. Il y a aujourd'hui quand même un certain nombre de pare-feux et de moyens on va dire, de faire que les choses se passent bien. Alors je pense que la différence, s'il y en a, alors elle s'amoindrit également parce que le système en France change pas mal ces dernières années, mais pendant longtemps, il y a eu une sorte d'attraction-répulsion en France par rapport à l'argent dans l'art. C'est assez paradoxal parce qu'on sait très bien qu'une galerie, si elle ne vend pas, elle n'existe plus, elle périclite. Donc il est nécessaire qu'il y ait de l'argent qui tourne autour, que des gens achètent des œuvres. Mais il y a toujours eu un système un peu paradoxal en France, et notamment avec la mise en place de toutes les aides d'État, tout le système qui est né au début des années 80 avec le FNAC, avec les FRAC. Tout ça a fait qu'on a soutenu au niveau de l'État français beaucoup d'artistes de la scène française. Dans le système anglo-saxon, il existe aussi des systèmes d'aide, mais ce n'est pas aussi présent et parfois pesant en fait. Ce qui fait que des artistes ici se sont un peu reposés sur ce système en France, c'est-à-dire avec des artistes un petit peu entre guillemets officiels. Tout ça, et j'en suis ravi, c'est un petit peu du passé et les choses ont bien évolué aujourd'hui. La différence s'est un petit peu atténuée. On peut dire quand même que dans la logique des jeunes artistes anglo-saxons, le marché est déjà très présent. Ils ont cette logique. Alors, est-ce que c'est dans leur formation? Moi, j'ai été dans des ateliers d'artistes à New York notamment, par exemple, où très jeunes, les artistes avaient déjà presque une approche très marketée, très stratégique de leur carrière. Ce n'était pas toujours le cas ici. Aujourd'hui, ça change pas mal et j'entendais notamment certains jeunes peintres français qui aujourd'hui ont des ateliers à Berlin, à Los Angeles, qui justement se sont éloignés un peu du milieu franco-français pour justement se confronter à cette façon de faire qui est peut-être un peu plus sauvage sur le terrain, mais derrière, ça permet de mieux s'en sortir. Cet intérêt pour les cultures urbaines, ça fait assez… Alors sur le second marché, nous on a commencé au milieu des années 2000 à monter des ventes dans ce domaine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, hein, mais c'était très diffus, quelques œuvres qui étaient noyées au milieu de ventes d'art contemporain. Ce qu'on a mis nous en place, c'est quelque chose de plus braqué sur ces cultures-là. On les a un petit peu, on a mis les projecteurs dessus en faisant des ventes spécialisées dans ce domaine, ce qui permet aussi aux gens de connaître le domaine, de l'appréhender, de savoir ce qui s'y passe. Et c'est vraiment au milieu des années 2000, chez nous 2006, à Londres avec Banksy en 2005, que les choses ont commencé vraiment à changer, à se mettre en place. Alors Invader, sans aucun doute, hein, c'est l'artiste sur lequel on a depuis quelques années maintenant une sorte d'explosion du marché, que ce soit ici à Paris, que ce soit à New York, à Hong Kong. On va dire que c'est un artiste qui a aujourd'hui une notoriété internationale, artiste français de cette scène dite urbaine, qui a cette reconnaissance internationale, aussi bien de la part du premier marché que du second marché. Donc les prix ont explosé dans les ventes aux enchères. Là, moi encore récemment, j'ai vendu un Rubix d'Invader à plus de 500 000 $. Donc voilà, quelque chose, des prix qui sont très conséquents et il y a une demande très importante aussi bien pour ces œuvres originales que pour les éditions, que pour les livres même de l'artiste. Donc on va dire un intérêt grandissant et une communauté de collectionneurs et de fans, parce que Invader, c'est ça aussi qui fait sa grande force dans ce domaine, c'est que c'est un artiste qui, un peu à l'instar d'un acteur de cinéma ou d'un chanteur pop, par exemple,
à créer une communauté de fans qui suivent l'artiste, qui, à travers un jeu qui s'appelle Flash Invader, certains font des voyages exprès pour aller voir les œuvres sur les murs dans les villes du monde entier. Donc vraiment un intérêt grandissant. Et derrière, évidemment, ça génère aussi un marché qui grandit, qui explose et de plus en plus de collectionneurs, non seulement français, mais moi, j'ai des demandes d'un petit peu partout sur la planète pour des œuvres d'Invader. C'est assez intéressant à ce niveau-là et de voir le succès d'un artiste qui, au départ, était parfois un peu dénigré aussi, hein, comme on aime bien faire en France. C'est difficile de donner des conseils parce qu'il n'y a pas tout le temps de règles. On sait qu'aujourd'hui, le second marché fonctionne vraiment comme une offre, un système d'offres et de demandes. Tout le monde, de plus en plus, veut les mêmes choses. Donc, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui entrer dans le domaine des ventes aux enchères, c'est déjà, on va dire, un travail de réseau à constituer, de réseau de connaissances. On ne débarque pas dans une maison de vente en se disant, en allant voir les gens en disant je voudrais mettre ça en vente, ça n'existe pas sur le marché. Ça se travaille derrière, c'est des relationnels qui se développent. Et surtout, une fois qu'on va dire cette première petite marche est enclenchée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les choses s'accompagnent. On ne laisse pas les choses partir à volo comme ça. C'est qu'il faut en parler autour de soi, il faut mobiliser. Je pense que l'acte de mobilisation, aussi bien dans le réseau de l'artiste que celui de son galeriste, est indispensable et nécessaire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est aussi effectivement en mobilisant le plus d'énergie que les choses se passeront le mieux. Et s'il peut y avoir 2-3 personnes qui viennent, ce qu'on appelle soutenir, ce n'est pas de façon artificielle, c'est permettre à des gens qui s'intéressent au travail de l'artiste d'acheter une œuvre, mais dans un contexte qui n'est pas celui de la galerie, mais celui d'une vente. Ça rend service à tout le monde. Ça peut arriver. Aujourd'hui, même de plus en plus, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est aujourd'hui très connecté, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc les informations circulent très vite. Donc quelqu'un qui a une notoriété, si on prend en France un collectionneur comme François Pinault par exemple, quand on sait qu'il s'intéresse à un tel ou tel artiste qu'on ne connaît pas vraiment encore, c'est évident que ça a un impact, ça déclenche quelque chose. Ce que j'appelle moi un peu les collectionneurs souscripteurs en quelque sorte. Là, ils sont un peu des influenceurs en quelque sorte, comme sur les réseaux sociaux. On sait que s'ils disent qu'ils s'intéressent à un jeune artiste inconnu, on va l'appeler X, et c'est sûr que on a un certain nombre de personnes, collectionneurs, amateurs ou des gens qui se disent « tiens, il y a peut-être un bon coup à faire », qui vont s'intéresser à cet artiste. Donc évidemment que ça a un impact et certainement encore plus aujourd'hui que par le passé, parce qu'aujourd'hui la connaissance, on l'a facilement. Par le passé, le monde des collectionneurs, c'était un monde un peu feutré. Les gens se connaissaient ou pas, ou c'était secret, mais il y avait peu de moyens de connaître les gens. Vous aviez parfois des publications. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui postent rapidement tout ce qu'ils ont vu, leur collection. Ça a complètement changé en fait le rapport aux choses. On pourrait le dire sur beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de l'art. On sait qu'aujourd'hui, même les galeries découvrent des artistes sur les réseaux sociaux. C'est très utile et on a beaucoup de collectionneurs, je l'appelle les collectionneurs Instagram, qui partagent l'information. C'est comme une sorte de grande toile d'araignée internationale, un réseau un peu tentaculaire qu'on a aujourd'hui dans ce domaine de l'art. Et parfois, c'est même organisé. Et on sait aujourd'hui, c'est facile de faire monter en fait la cote d'un artiste. Quand je dis facile, c'est quelque chose. Souvent, on voit dans les galeries un artiste qui commence à avoir une notoriété, ce qu'on appelle le buzz autour de lui. Les collectionneurs se renseignent auprès de la galerie. Il n'y a pas d'œuvre disponible. Parfois, peu de temps après, une œuvre passe en second marché. Est-ce que c'est du hasard? Je laisse à chacun la réponse, mais on l'a assez facilement. Et souvent et de plus en plus, cette œuvre qui passe en vente fait un prix bien supérieur au prix qui était en galerie. L'efficacité du système est redoutable. Depuis quelques années, l'art contemporain n'arrête pas de se développer. Alors, il faut faire aussi… On est obligé maintenant de bien dissocier les choses parce que
quand on parle d'art contemporain, parfois on parle encore d'art d'après-guerre, on n'est pas dans les mêmes sphères. Hein. Moi, quand je parle d'art contemporain, c'est vraiment l'art actuel, on va dire depuis 20, 30 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pas l'art de 1950, 60 où on n'est déjà plus vraiment dans de l'art contemporain. Donc aujourd'hui, l'art le plus contemporain a vraiment explosé sur le marché international. Il y a de plus en plus de collectionneurs. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, l'art très contemporain était pas forcément la chose la plus mise en avant. Aujourd'hui, on a de plus en plus de collectionneurs, aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud. C'est vraiment quelque chose de très global et international, très différent de ce qui s'est passé avant la première explosion de bulles en 1990, où c'était un art contemporain et l'intérêt était assez occidental. C'était l'Europe, les États-Unis et le Japon en gros. Tout le reste était un peu moins touché. Maintenant, c'est vraiment international. Et on a des collectionneurs qui arrivent de partout, donc ils font monter tous ces jeunes artistes. Pourquoi? Parce que ça les intéresse, mais aussi parce que s'intéresser à l'art contemporain fait qu'on est un peu dans le coup aujourd'hui. On est ça fait partie de ce qu'on pourrait dire un peu comme un way of life dans des milieux, on va dire, où on a un peu d'argent. C'est vrai que ça fait bien de s'intéresser à l'art contemporain parce qu'effectivement, on est invité après à des soirées, à des vernissages, les grands raouts que sont ces foires internationales, la FIAC, Art Basel, l'Armory Show, Frieze. C'est vrai que ça crée aussi une vie sociale, le monde de l'art contemporain. Quand je parle d'art contemporain, j'inclus l'art urbain qui est aussi une composante de cette scène. On peut dire à peu près la même chose. Et pour terminer sur l'évolution, alors on peut le regretter, mais c'est vrai qu'on constate quand même que c'est comme une peau de chagrin, c'est-à-dire que la sphère des artistes qui marche de mieux en mieux, elle a tendance à se restreindre, c'est-à-dire que tout le monde veut la même chose. Ça, je pense que c'est un peu l'effet aussi de la globalisation. C'est un peu l'effet, on pourrait dire aussi, de ces grandes sociétés qui, pour ne pas les citer, les Amazon, etc., qui ont tendance à tout capter vers elles. On a un peu la même chose dans l'art, c'est-à-dire que tout le monde veut les mêmes artistes. Tout le monde, dès qu'il y a un buzz sur un artiste, tout le monde veut celui-ci. Ne regarde pas forcément les trois qui sont à côté, dont on parle moins. Ça, c'est un petit peu le regret qu'on pourrait avoir sur cette évolution. C'est ce côté un peu restrictif. Et moi, j'invite justement on pourrait dire qu'il y a de plus en plus d'acheteurs, peut-être un peu moins de collectionneurs. Et moi, j'invite vraiment aux gens qui s'intéressent à ce domaine, qui veulent collectionner, à avoir de la curiosité, pas uniquement la curiosité des oreilles, mais la curiosité de l'œil, c'est-à-dire voilà, de savoir aussi, comme les grands collectionneurs qu'on connaît, il y en a beaucoup aujourd'hui quand même, savoir regarder avant les autres l'intérêt d'une œuvre et pas uniquement suivre le troupeau et acheter tous la même chose. Et c'est aussi acheter ce qui touche soi-même. Et souvent, c'est là qu'on va faire les bons achats et les meilleurs achats, parce qu'on va les faire avant les autres. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci.